Vous savez, à 72 ans, je croyais tout savoir sur mon cœur. Mais la vie m'attendait avec une leçon encore plus belle, atroce et finalement libératrice. Une leçon sur l'amour, la trahison et l'étonnante capacité de l'esprit humain à se reconstruire, même lorsqu'on le croit complètement brisé. Je suis né dans un petit village niché dans les collines vallonnées du sud-ouest de la France, où la vie s'écoulait au rythme paisible des saisons. L'air était toujours empreint de l'odeur du pain frais et du doux bourdonnement des mains laborieuses. On nous a appris, nous les filles, à être de bonnes filles, puis de bonnes épouses, et enfin de bonnes mères. Notre destin était inscrit dans la trame même de la communauté: trouver un homme bien, fonder un foyer, élever une famille et nourrir le foyer. Ce n'était pas un choix, c'était simplement la voie. J'ai rencontré Antoine à tout juste 18 ans. C'était le genre de garçon qui faisait palpiter le cœur comme un oiseau effrayé, grand, avec des yeux couleur de ciel d'été et un rire qui résonnait sur la place du village. Nous sommes tombés amoureux de l'intensité et de la légèreté de la jeunesse, un amour imprégné de rêves partagés d'une petite maison, d'après-midis ensoleillés et du rythme réconfortant du quotidien. Nous nous sommes mariés à l'église du village, entourés des visages familiers de la famille et des amis, et je croyais sincèrement que mon avenir était aussi radieux et limpide que la rosée du matin. Nos premières années furent douces, remplies des joies simples de construire une vie ensemble. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions ensemble, et c'était tout. Nous imaginions nos enfants courir à travers champs, leur rire se mêlant au chant des cigales. J'ai investi tout mon espoir de jeunesse et mon amour sans bornes dans notre avenir commun. Mais lentement, imperceptiblement au début, une froideur s'est installée dans notre foyer. Antoine, autrefois si lumineux, s'est éloigné, son rire remplacé par un silence calme et troublant. Il était là, physiquement, mais son esprit semblait s'éloigner de plus en plus, me laissant seul dans ce silence grandissant. Pas de mots durs, pas de disputes dramatiques, juste un gouffre toujours plus grand de non-dits. Il devint une présence absente, un fantôme dans notre propre maison. Et puis, notre fils, Laurent, arriva. Il était un phare dans l'obscurité grandissante, une petite main tendue vers la mienne, me tirant du bord du chagrin silencieux. Mon amour pour lui devint mon but, ma raison de vivre. Je mis tout mon être à l'élever, le protégeant du froid qui s'était installé sur notre famille. Il devint mon soleil, ma raison de me lever chaque matin, alors même qu'Antoine s'effaçait de plus en plus dans un détachement froid, un homme avec qui je partageais le même toit mais dont le cœur restait un mystère. Laurent devint un jeune homme remarquable. Il hérita de la taille de son père et de la chaleur de sa mère, mais surtout, il possédait une gentillesse et un respect qui me remplissaient d'une immense fierté. Il était attentionné, empathique et toujours prêt à aider, un véritable témoignage de la résilience discrète que nous avions bâtie ensemble. Notre lien était indestructible, forgé au cœur de nos difficultés communes et de la force inébranlable de l'amour maternel. Lorsque Laurent m'a annoncé sa rencontre, une jeune femme prénommée Sophie, mon cœur s'est rempli d'un mélange d'appréhension et de joie immense. J'avais toujours espéré qu'il trouverait un amour aussi pur et simple que celui que j'avais imaginé pour moi-même. Il l'a accueillie dans notre modeste maison, et dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était spéciale. Sophie était mince, avec des yeux teintés d'une pointe de tristesse, mais un sourire capable d'illuminer une pièce. Elle était tendre, un peu blessée, mais son esprit était résilient. Je l'ai serrée dans mes bras comme si elle était la fille que je n'avais jamais eue. Nous avons passé des heures dans ma petite cuisine à partager des histoires, à rire de recettes oubliées et à tisser des rêves au cœur de nos conversations. Elle a parlé de son propre passé difficile, des épreuves et des pertes qu'il avait façonnées, et j'ai vu en elle une âme sœur, une jeune femme qui comprenait la douleur sourde d'un cœur qui avait connu le chagrin. Je lui ai appris les points de broderie de ma grand-mère, et elle m'a appris de nouvelles façons de préparer mes tisanes. J'avais l'impression que notre famille, autrefois composée uniquement de Laurent et moi, s'agrandissait enfin, s'épanouissait en quelque chose de nouveau et de beau. L'histoire d'amour de Laurent et Sophie s'est déroulée avec la grâce d'un classique du cinéma français. Ils étaient inséparables, leur affection transparaissait dans chaque regard échangé, chaque tendresse. Je les regardais, le cœur rempli, persuadé qu'après des années de chagrin silencieux, la joie retrouvait enfin son chemin dans nos vies, dans la mienne. Les préparatifs du mariage ont commencé, dans un tourbillon d'excitation et d'impatience partagée.
Nous avons choisi une petite cérémonie intime, comme il le souhaitait, à la chapelle locale, suivie d'une célébration simple à la salle des fêtes. Chaque point que j'ai cousu pour la robe de Sophie était imprégné de mon espoir de bonheur. La semaine du mariage fut un tourbillon de préparatifs de dernière minute. Sophie séjournait chez nous, et la maison vibrait d'une énergie à la fois nerveuse et joyeuse. La robe, une délicate soie ivoire, était presque terminée, il ne restait plus que quelques ajustements. C'était l'après-midi précédant le mariage. Laurent était sorti avec des amis, et Antoine, comme d'habitude, était introuvable, du moins, je le croyais. Sophie m'avait demandé de l'aider à essayer la robe une dernière fois. Nous étions dans la petite cabine d'essayage ensoleillée que j'avais aménagée au fond de mon atelier de couture, un espace rempli de bobines de fil, de rouleaux de tissu et du parfum de lavande de mes sachets séchés. Je suis sorti un instant pour récupérer un coussin à épingles que j'avais oublié. À mon retour, la porte était entr'ouverte et un murmure de voix me parvint. Un étrange et froid pressentiment me parcourut les veines. C'était un sentiment que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, un murmure de malaise qui avait souvent précédé la déception. J'ai poussé la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a instantanément coupé l'air. Antoine, mon mari, l'homme qui avait été un fantôme dans ma vie pendant des décennies, se tenait près de Sophie, la main enveloppant son visage. Ses yeux, d'ordinaire si doux et chaleureux, étaient clos, et un léger soupir s'échappa de ses lèvres tandis que son pouce traçait le contour de sa mâchoire. Ce n'était pas un contact désinvolte, pas un geste paternel. C'était intime, indéniable. Puis, il se pencha, ses lèvres trouvant les siennes, un baiser qui évoquait des moments volés et une connexion secrète et écœurante. Le monde bascula. La délicate robe de soie était drapée sur une chaise, témoin silencieux de l'indicible. Mon esprit tournoyait, essayant de traiter cette image impossible. Mon mari, l'homme qui avait été émotionnellement absent de ma vie pendant si longtemps, l'homme qui avait à peine reconnu mon existence, était intimement lié à la fiancée de mon fils. La femme même que j'avais accueillie comme ma fille, celle dans laquelle j'avais mis tout mon cœur, celle dont je cousais méticuleusement la robe de mariée. Une vague de nausées m'envahit. La trahison, amère et cruelle, envahit chaque cellule de mon être. Mes mains tremblèrent, et le coussin à épingles que je tenais me glissa des mains, projetant des aiguilles sur le parquet. Ce léger cliquetis suffisait. Ils se séparèrent, surpris, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de culpabilité. Le visage de Sophie devint blanc comme de la craie. La mâchoire d'Antoine se crispa, une lueur de défi dans ses yeux avant de se baisser, incapable de croiser les miens. Le silence qui suivit fut assourdissant, suffocant. Il s'étira, lourd et chargé du poids de leur secret, de ma confiance brisée. Qu'est-ce que c'est? Les mots n'étaient qu'un murmure, un son rauque que je ne reconnaissais pas comme le mien. Ma voix était étrangère, imprégnée d'une douleur si profonde qu'elle ressemblait à une blessure physique. Sophie se mit à sangloter, ses mains volant pour se couvrir le visage. Antoine se tenait immobile, telle une statue de pierre, sans aucune explication, sans aucune excuse, juste la vérité crue et brutale de sa présence avec elle dans cette pièce. Le mariage, la joie, l'espoir, tout s'est effondré autour de moi comme de la terre sèche. Mon fils, mon précieux Laurent, avait bâti ses rêves autour de cette femme, autour de ce jour. Comment avait-il pu? Comment avait-il pu le trahir, nous trahir, avec un tel mépris? Les larmes ont fini par couler, brûlantes et cuisantes, brouillant ma vision. Mais même à travers le brouillard, j'ai vu la vérité, crue et impitoyable. Mon mari, l'étranger silencieux, avait trouvé un lien pervers avec la seule personne censée apporter vie et bonheur à notre famille. Je me suis détourné d'eux, incapable de supporter le spectacle, l'odeur nauséabonde de leur tromperie. Mon cœur était brisé, brisé en 1000 morceaux irréparables. Le chagrin silencieux que j'avais porté si longtemps n'était rien comparé à cette rupture violente. Le lendemain matin, l'air était lourd de non-dits. Laurent, inconscient, errait dans la maison avec une énergie nerveuse, son excitation pour la journée palpable. Chaque fois qu'il prononçait le nom de Sophie ou fredonnait un air de bonheur futur, une nouvelle douleur me transperçait le cœur. Comment pouvais-je le laisser entrer dans cette histoire? Comment pouvais-je rester les bras croisés à le regarder épouser un mensonge?
Je savais, avec une certitude angoissante, que je ne le pouvais pas. Je devais protéger mon fils, même si cela signifiait détruire son monde. La vérité, aussi brutale soit-elle, devait être révélée. Je trouvai Laurent dans le jardin, ajustant sa boutonnière, un sourire plein d'espoir au visage. Ma gorge se serra, et les mots restèrent coincés, comme des pierres. Mais je devais les prononcer. Laurent, commençai-je d'une voix tremblante, il faut qu'on parle. Avant le mariage. Son sourire s'effaça, remplacé par une lueur d'inquiétude. Maman, tout va bien? Je le conduisis dans un coin tranquille de la maison, loin du brouhaha des préparatifs. J'inspirai profondément, essayant de calmer mon cœur qui battait fort. Ma chérie, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Sophie et ton père. Il fronça les sourcils, une expression perplexe se dessina sur son visage. Puis, avec une force que je ne me connaissais pas, je lui ai révélé la vérité. Je lui ai raconté mon entrée dans la cabine d'essayage, ce que j'avais vu. Je lui ai parlé avec une clarté calme et dévastatrice, sans omettre aucun détail, aussi douloureux fut-il. Je regardais son visage se vider de ses couleurs, ses yeux, autrefois emplis d'une joie innocente, se remplir d'une incrédulité crue et douloureuse. Au début, il refusa de me croire. Non, maman. Tu dois te tromper. Sophie, elle ne le ferait pas. Papa, il s'en fichait. Sa voix était rauque, une supplique désespérée pour que je rétracte mes paroles. Mais je soutins son regard, mes propres yeux remplis de larmes retenues. Je l'ai vu, Laurent. De mes propres yeux. J'aimerais de tout mon cœur me tromper, mais ce n'est pas le cas. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing. Ses épaules s'affaissèrent et il ferma les yeux, un gémissement silencieux s'échappant de ses lèvres. Le monde soigneusement construit qu'il avait construit pour lui-même, pour son avenir, vola en éclats autour de lui. Quelques instants plus tard, Sophie apparut, le visage pâle et baigné de larmes, la culpabilité palpable l'enveloppant. Antoine le suivit, son détachement froid habituel remplacé par un malaise visible, une lueur de honte dans le regard. Laurent se tourna vers Sophie, la voix tendue mais ferme. « C'est vrai, Sophie ?» Elle ne put qu'acquiescer, la tête baissée, des larmes silencieuses ruisselant sur son visage. Elle essaya de le rejoindre, mais il recula, la douleur trop vive, trop vive. Puis il se tourna vers son père, et pour la première fois depuis très longtemps, je vis dans les yeux de Laurent une flamme qui sommeillait depuis trop longtemps. Non pas une rage violente, mais une profonde tristesse digne mêlée à une fureur sourde. « Papa, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, comment as-tu pu ?» Antoine resta silencieux, sans se défendre, sans s'excuser. Son silence était une confession. Le mariage, bien sûr, fut annulé. Les invités, qui commençaient à arriver, furent discrètement informés. Le village bourdonnait de murmures, de regards confus et de voix étouffées. Mais Laurent, bien que brisé, se tenait avec une immense dignité. Il n'a pas fulminé ni crié, il s'est simplement détourné et s'est éloigné de la chapelle en ruine, des rêves brisés et de ceux qui l'avaient trahi. Et moi, sa mère, je l'ai accompagné. À cet instant, une décision a été prise, non pas par des mots, mais par une compréhension tacite. Nous ne pouvions pas rester dans un lieu souillé par une telle trahison, imprégné des murmures et de la honte. Nous avions besoin d'un nouveau départ, de repartir à zéro. « Allons-y, mon fils, ai-je dit d'une voix ferme, bien que mon cœur se soit serré de douleur. Laissons tout ça derrière nous. Nous allons prendre un nouveau départ, loin d'ici. » Ainsi, avec seulement quelques bagages et la résolution tranquille de deux âmes brisées mais déterminées, nous avons quitté le village qui avait été mon foyer toute notre vie. Nous avons laissé derrière nous les souvenirs, les échos d'un amour devenu froid et l'amertume de la trahison. Nous avons roulé vers l'ouest, vers la côte, vers la promesse du vaste océan, espérant qu'il effacerait la douleur et nous offrirait un nouvel horizon. Nous nous sommes retrouvés dans une charmante ville côtière, dont l'air était frais et parfumé de sel et de mer. Le rythme des vagues était un baume apaisant pour nos âmes blessées, contrastant fortement avec le calme oppressant de notre passé. Nous avons loué une petite maison avec une pièce à vivre ensoleillée. Lentement, laborieusement, nous avons commencé à reconstruire nos vies. Pour moi,
l'acte de créer, le travail manuel, avait toujours été une source de réconfort. Alors, avec mes maigres économies et le soutien indéfectible de Laurent, j'ai ouvert une petite boutique de couture et de café. Je l'ai appelée l'Aiguille et le café. C'était un endroit modeste, avec 2 fauteuils usés, une grande table de coupe et le ronronnement réconfortant de ma vieille machine à coudre. On y venait pour des retouches, des robes sur mesure, ou simplement pour une tasse de mon café fort et aromatique et une part de ma tarte aux pommes maison. Mais ce qu'ils ont vraiment trouvé, je crois, c'est un sanctuaire paisible. J'écoutais leurs histoires tout en raccommodant leurs vêtements, cousant non seulement du tissu, mais parfois, j'avais l'impression, leur propre cœur brisé. Des femmes parlaient de leurs difficultés, de leur joie, de leurs triomphes discrets. Je trouvais du réconfort dans leur confiance, dans l'humanité partagée qui se déployait entre les murs de ma petite boutique. C'était un lieu de ressourcement, pour elles comme pour moi. Laurent, quant à lui, trouvait sa propre voie. Il accepta un emploi dans une librairie locale, baigné dans le réconfort tranquille des histoires. Il passait ses soirées à se promener sur la plage, l'immensité de l'océan reflétant l'immensité de son propre cheminement vers la guérison. Lentement, l'expression hantée de son regard commença à s'adoucir. Les contours aigus de sa douleur s'atténuèrent. Puis, un après-midi pluvieux, une institutrice bienveillante et posée entra dans la librairie. Elle s'appelait Isabelle. Elle avait un regard chaleureux et intelligent et un rire doux. Ils commencèrent par des conversations de livres, puis de vie, et peu à peu, un nouvel amour naquit. C'était un amour discret et sans prétention, fondé sur le respect, la compréhension et une appréciation partagée de la beauté simple du quotidien. Je les observais, le cœur gonflé d'une joie prudente. Après l'orage, un doux soleil, les années passèrent, apportant avec elles une douce paix. Ma petite boutique prospéra, et l'amour de Laurent et Isabelle s'approfondit, leur bonheur une source constante de chaleur dans ma vie. Le passé, bien que jamais oublié, ressemblait plus à un écho lointain qu'à un tourment présent. Puis, par un frais matin d'automne, une lettre arriva. L'écriture tremblait, inconnue. Elle venait d'une maison de retraite, à des centaines de kilomètres de là, celle où Antoine avait vécu. Il était mourant, disait la lettre, et il souhaitait voir Laurent. Un nœud glacé se forma dans mon estomac. L'amertume, longtemps enfouie, menaçait de refaire surface. Après toutes ces années, après toute la douleur qu'il avait causée, il voulait une dernière rencontre. Je regardais Laurent, son visage gravé d'un mélange complexe d'émotions. Il n'y avait plus de colère, plus maintenant, mais une profonde tristesse. « Maman, dit-il doucement, je crois que je dois partir. »« Pourquoi, mon fils ?» demandai-je, la voix teintée de cette vieille blessure. « À quoi cela servira-t-il » Il regarda les vagues déferlantes, le regard lointain. « Pas pour lui, maman. Pour moi. Pour me libérer du poids de tout ça. Pour me libérer de la colère, de la haine qui persiste, même faiblement. Pour enfin tourner la page. » Et ainsi, il partit. Il revint quelques jours plus tard, le visage pâle mais avec une résolution tranquille. Il ne parla pas beaucoup de cette visite, du moins pas au début. Mais plus tard, alors que nous étions assis ensemble, sirotant du thé dans ma boutique, il finit par se confier. « C'était l'ombre d'un homme, maman, » dit Laurent à voix basse. Vide. Il a dit qu'il était désolé. Pas pour Sophie, pas pour la liaison, mais pour la vie qu'il n'a jamais partagée avec nous. Pour son absence. Pour la douleur qu'il a causée par sa distance. « Lui as-tu pardonné » demandai-je d'une voix à peine murmurée. Laurent secoua la tête. « Non. Je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner vraiment ce qu'il t'a fait, ce qu'il nous a fait. Mais je lui ai dit que je comprenais ses excuses. Et à ce moment-là, maman, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas vraiment le pardon, mais une libération. L'abandon du besoin qu'il soit autre chose que ce qu'il était. Et là, j'ai trouvé une certaine paix. Ce fut un moment profond, un témoignage de la force de mon fils et de sa capacité à guérir. Il n'avait pas cherché la réconciliation, mais la libération. Et dans cette libération, j'ai vu son véritable esprit briller, libéré du poids du passé. Au fil des années, ma vie s'est installée dans un rythme confortable. Ma boutique est devenue un lieu de vie privilégié,
un lieu où les liens de la communauté se tissaient aussi finement que les patrons de ma machine à coudre. Laurent et Isabelle se sont mariés, une cérémonie modeste et magnifique, emplie d'une chaleur sincère et d'une joie paisible. Je les ai regardés échanger leurs vœux, des larmes de bonheur brouillant ma vision, sachant que Laurent avait trouvé l'amour véritable et durable qu'il méritait. Et puis, de façon inattendue, un autre fil conducteur s'est tissé dans la trame de ma vie. Une femme âgée, Hélène, a commencé à fréquenter ma boutique. Ses yeux pétillaient d'une sagesse malicieuse et son rire me réchauffait le cœur. Elle venait souvent prendre un café, assise dans un de mes fauteuils, me regardant travailler et me livrant de discrètes observations sur la vie, l'amour, le temps qui passe. Hélène avait vécu une vie bien remplie, marquée par la joie et la tristesse, et elle percevait mon âme avec une clarté que peu d'autres possédaient. Nous avons discuté pendant des heures, partageant nos histoires passées, nos rêves, nos déceptions. Notre complicité s'est transformée en une amitié profonde et durable, un refuge pour nous deux, sur le tard. Elle était une âme sœur, un miroir reflétant la force tranquille que j'avais trouvée en moi. Avec le temps, Hélène a commencé à souffrir de perte de mémoire. Ses histoires s'égaraient, ses mots vacillaient parfois, mais ses yeux, ses beaux yeux sages, ont toujours suscité en moi une étincelle de reconnaissance. Je l'écoutais simplement, lui prodiguant de douces suggestions, lui tenant la main et savourant chaque instant de nos moments de plus en plus courts ensemble. Notre lien transcendait les mots, témoignant de la force durable des liens humains, même lorsque la mémoire s'estompe. Elle m'a appris que l'amour ne se résume pas à ce dont on se souvient, mais à ce qu'on ressent en présence d'une autre âme. Et puis, le plus merveilleux des cadeaux est arrivé. Laurent et Isabelle, après des années d'espoir discret, m'ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Mon cœur s'est rempli d'une joie si profonde qu'elle m'a presque submergé. Une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle génération. Leur fille, un petit bout de chou d'amour et d'espoir, est née par une fraîche matinée de printemps. Ils l'ont appelée Clémence, un prénom qui signifie miséricorde et clémence. Et tandis que je la serrais dans mes bras, ses petits doigts enroulés autour des miens, un profond sentiment de plénitude m'a envahi. La boucle était bouclée. La femme trahie, dont le cœur avait été brisé par la tromperie, était désormais grand-mère, incarnant l'amour pur et sans mélange. La naissance de Clémence était une promesse, un murmure venu de l'univers. Même après les plus grandes peines, la vie continue, l'amour renaît et la joie revient, souvent sous les formes les plus inattendues. Dans ses yeux innocents, je ne voyais pas les échos d'une douleur passée, mais la lumière scintillante d'un avenir plein de possibilités. Ma vie, autrefois marquée par un chagrin discret et une trahison dévastatrice, s'était épanouie en quelque chose de riche, de significatif et de débordant d'amour. Alors, qu'ai-je appris en 72 ans? J'ai appris que la vie est une tapisserie tissée de fils de toutes les couleurs, joie et chagrin, trahison et pardon, amour retrouvé et amour perdu. Et parfois, les plus beaux motifs émergent des enchevêtrements les plus inattendus. J'ai appris que la trahison peut vous briser, mais qu'elle ne doit pas nécessairement vous définir. Cela peut être un catalyseur de changement, une impulsion douloureuse vers un chemin inimaginable, mais qui mène finalement à une plus grande force et à une compréhension plus profonde. J'ai appris que l'amour, dans sa forme la plus pure, est résilient. Il peut changer de forme, évoluer, voire se briser, mais sa capacité de renouvellement est infinie. L'amour pour mon fils, la compagnie inattendue d'Hélène, la joie pure de ma petite fille, telles ont été les ancres qui m'ont soutenu à travers chaque tempête. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Pour recoller les morceaux, laisser derrière soit ce qui ne sert plus et se forger un nouveau chemin. Ma petite boutique, mes nouveaux amis, ma nouvelle vie au bord de la mer, tout cela n'était que des seconds actes, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle au nouveau départ. Et enfin, j'ai appris qu'une vie vécue profondément, douloureusement et magnifiquement, vaut la peine d'être vécue. Les cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des cartes de survie, des témoignages de la force de l'esprit humain. Ils me rappellent d'où je viens, le chemin parcouru et la conviction inébranlable que même après les nuits les plus sombres, le soleil se lèvera toujours. Mon cher ami, si tu te raccroches à une blessure passée, à une trahison passée ou à un regret passé, je t'encourage à considérer ceci. Il y a toujours de l'espoir.
Il y a toujours la possibilité de guérir, de trouver un nouveau but, d'aimer à nouveau. Ne laisse pas les ombres d'hier obscurcir la promesse de la lumière de demain. Ouvre ton cœur, même s'il semble meurtri, et laisse les doux courants de la vie t'emporter vers de nouveaux rivages. Quel nouveau départ t'attend peut-être, juste au-delà de l'horizon?